Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité, de votre présence de plus en plus nombreuse. Bonjour, docteur Bachir Saadé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politologue, je le rappelle, spécialiste des idéologies et des dynamiques sociales dans le monde moderne. Aujourd'hui, alors j'ai eu le plaisir déjà de vous rencontrer non loin de Genève pour d'autres thématiques. Cette fois-ci, j'aurais aimé aborder avec vous la question de l'islamophobie. Alors, question très prégnante, notamment dans les débats. En France, d'ailleurs, on essaiera de savoir si c'est un débat franco-français ou si c'est quelque chose qui déborde. Et vous nous parlerez évidemment de votre expérience puisque vous habitez de l'autre côté de la Manche. Je voudrais déjà qu'on commence par une définition. Alors, j'ai essayé de recouper les définitions et j'en ai trouvé une alors, de référence et on va peut-être démarrer par ça, hein, par la définition de l'islamophobie. Voilà ce que dit l'ONU et c'est rapporté par Amnesty International. Qu'est-ce que l'islamophobie? Ouvrez les guillemets, l'islamophobie est caractérisée par la peur, les préjugés, le mot est important, et la haine envers les personnes musulmanes. C'est également un concept important, donc selon la définition des Nations Unies. Amnesty précise également, l'islamophobie est un racisme, nous y reviendrons, qui cible les personnes qui sont perçues comme musulmanes, qu'elles le soient ou non d'ailleurs, souvent en fonction de leur apparence physique, de leur nom ou de leur origine géographique. Est-ce que vous adhérez à cette définition à la fois d'Amnesty et à la fois de l'ONU? Enfin, je ne vois pas enfin, je pense que l'islamophobie, c'est plus que ça, mais c'est en même temps pas en contradiction avec ce qui est dit là. Mais mon point de vue, et je pense, comme on avait discuté, comme vous avez dit, on a discuté un peu de ça avant qu'on fasse cette interview. Et je connais votre point de vue un peu aussi, mais pour moi, j'insiste surtout sur la question d'une discrimination plus structurelle. C'est pas juste quelque chose de subjectif ou, enfin, bien sûr, c'est un peu comme ça. C'est comme tout genre qu'on appelle racisme ou etc. Il y a ça, mais il y a aussi une configuration politique dans laquelle enfin, des questions politiques plus grandes dans lesquelles ce genre de dynamique existe, et qui a rapport avec l'historique de chaque pays, etc. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que je différencie entre comment l'islamophobie opère en Grande-Bretagne ou en France. Je dirais qu'elle serait différente parce que les deux ont une historique différente par rapport à leur communauté d'immigration, de dénomination musulmane. Et est-ce qu'il y a là vous parlez des divergences, enfin, ou des différences plutôt, est-ce qu'il y a des points de convergence, sachant qu'au fil du temps, et je pense notamment depuis, ça s'est accéléré depuis les attentats de 2015 en France, et de janvier et de novembre, dont nous venons de célébrer d'ailleurs les 10 ans, il y a eu une accélération et c'était un peu le point de vue que j'avançais par rapport à cette question-là, c'est-à-dire que j'essaye de me faire, alors, mon avis personnel, c'est pas ce qui importe, j'essaye de me faire le porte-parole de ce qui se dit sur ces questions-là quand on veut essayer d'avancer et sur l'analyse de la manière dont est utilisée l'islamophobie en France aujourd'hui, à savoir que ça devient de plus en plus un paravent qui permettrait aux gens d'afficher un racisme que je qualifierais quasiment de racisme bio, c'est-à-dire un racisme acceptable, puisque la loi de 1905, selon leur dire, les gens qui sont porteurs de ce droit à l'islamophobie expliquent qu'on a le droit en France, grâce à la loi de 1905 et grâce à la laïcité, on a le droit de critiquer une religion et donc on a le droit d'être islamophobe. Je vais juste prendre une phrase d'Elisabeth Badinter qui disait en 2016 « Il ne faut pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe ». Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Il y a définitivement, bon, déjà, comme je disais, il y a une différence. Je parlais de différence et de similarité. On parlait de différence et de similarité, mais la grande différence, c'est l'état et la spécificité de la France, je pense, c'est l'état dans lequel il y a vraiment une normalisation de ça, une sorte de... On est confortable dans ce genre de discrimination. Il y a un côté... Il y a définitivement un confort qui n'existe pas à ce degré-là
Nulle part ailleurs, en fait, je pense. Sûrement pas en Grande-Bretagne, par exemple. C'est beaucoup plus, comment on dit, sous la table, je sais pas comment on dit en français, mais alors qu'en France, c'est vraiment au contraire, il y a presque une fierté de dire voilà, c'est comme ça, parce que justement, et c'est là où je pense qu'il y a une différence, c'est qu'au niveau histoire et au niveau politique, de l'histoire politique, c'est que les Français, la France a beaucoup plus épousé ce discours de supériorité culturelle et civilisationnelle, etc., par rapport à sa place dans le monde. Et il y a un confort, il y a une sorte de... On est plus à l'aise avec l'idée en France du fait que la culture française, quelque part, a un certain... Enfin, culture, j'utilise au mot très, très large du terme, ou l'identité, ou c'est des termes qui veulent dire beaucoup de choses, qui est supérieur à d'autres endroits, et surtout les endroits qui se sont fait coloniser par la France, notamment certaines parties du monde arabe. Et c'est comme ça que justement que le processus de colonisation était justifié, parce qu'il y a quelque part une sorte de... Enfin, on vous colonise parce que vous êtes chanceux d'être colonisé, parce que on vous ramène plein de choses que vous n'avez pas, et on va vous aider à moderniser. Ce discours-là, si on le compare avec la Grande-Bretagne, est définitivement très, très différent. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, les gens se disent, mais pourquoi vous dites ça? Mais il y a un problème avec le monde musulman. C'est-à-dire qu'en France, c'est beaucoup plus justifié l'idée que le monde musulman est problématique ou a des choses problématiques. Donc, c'est normal de critiquer ça. On n'est pas raciste quand on critique ça. On n'est pas, ou disons, on n'est pas... On est en train d'apporter une certaine lumière à... Non, c'est la philosophie des lumières. On apporte une certaine lumière à quelque chose qui va pas. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que même au niveau de l'islam en France, il y a une certaine internalisation de ça, qui est beaucoup moins là, je pense, dans un pays comme la Grande-Bretagne. C'est-à-dire qu'il y a un malaise même dans le monde musulman, ou dans la diaspora, ou comment, c'est plus une diaspora puisqu'elle est française aussi, en France. Et donc c'est vraiment une dialectique entre le musulman français et le français non musulman, qui est beaucoup plus tendu et beaucoup plus intense qu'en Grande-Bretagne. Alors, à cette question, en plus de l'islamophobie, alors je rebondis sur ce que vous venez de dire par rapport à la supériorité et au côté suprémaciste d'une certaine culture par rapport à une autre. Effectivement, je confirme, puisque je crois que c'était hier. Donc nous sommes lundi, donc je crois que c'était durant ce week-end que Marion Maréchal Le Pen, donc l'une des leaders de l'extrême droite française, a demandé à ce qu'on inscrive effectivement dans le marbre le fait que la civilisation fantasmée judéo-chrétienne, je pense qu'on en reparlera notamment avec Sophie Bessis, c'est son excellent livre sur cette question du fantasme de la culture ou des racines judéo-chrétiennes. Elle a demandé à ce que effectivement ces fameuses racines soient marquées dans le marbre comme supérieures et originelles par rapport aux autres qui seraient évidemment importées et ainsi de suite. Il y a alors cette montée de l'islamophobie va de pair avec une espèce de fantasme également, je pense, qui est l'entrisme musulmans. Et l'entrisme musulman, ils ont trouvé une porte d'entrée, sans faire de jeu de mots, qui est celle des frères musulmans. Alors, il y aurait des frères partout. Alors, les frères, évidemment, c'est des barbus, voilà. Et quand c'est pas des barbus ou des gens qui vivent en banlieue parisienne ou à Roubaix, pour ne prendre que l'exemple français, c'est ce qu'ils appellent la tarqiya, c'est-à-dire le fait que des musulmans lambda vont cacher leur profil frériste et vont devenir, je ne sais pas moi, politologues, journalistes, et vont réussir leurs études et vont réussir à rentrer dans les ministères, dans les hautes sphères de l'État, et donc tout ça pour prendre le pouvoir, évidemment, au profit des frères musulmans. Ce qui sous-entend que quoi que fasse aujourd'hui un musulman en France, il est soupçonné d'entrisme. Et ça vient, je pense,
encore plus alimenter l'islamophobie, puisque c'est porté notamment, je pense à Florence Bergeau-Blaclair, qui est chercheuse au CNRS et qui prend des positions absolument radicales, qui soutient notamment le sionisme face au frérisme, soi-disant, et qui tient des propos ouvertement racistes, participe à des meetings avec des personnalités ouvertement d'extrême droite, sans d'ailleurs que le CNRS n'intervienne vraiment. Mais ça donne une caution, et notamment des intellectuels, que je parlais tout à l'heure d'Elisabeth Badinter. Il y a aujourd'hui des gens qui se disent philosophes comme Raphaël Enthoven, d'autres qui se disent politologues ou intellectuels comme Caroline Fourette, qui apportent à longueur d'émission, à longueur d'antenne, qui apportent une caution. Est-ce que vous pensez qu'il y a un danger à donner un socle intellectuel, historique, philosophique, voire scientifique à cette question de l'islamophobie et de sa réalité? Non, oui, définitivement. Et pour expliquer ça aussi d'une autre manière, enfin, tout ce que vous dites est bien sûr, si je me permets d'ajouter sur ce que vous dites, par exemple, un concept comme la tradition judéo-chrétienne est une tradition complètement inventée après la Deuxième Guerre mondiale. C'est même pas, ça n'existe. Vu qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était l'antisémitisme qui régnait. Le juif et le chrétien ne faisaient pas partie de la même tradition. Enfin, en tous les cas, il y avait une propagande anti-juif qui soudainement devient... enfin, c'est une des choses qu'on étudie si on veut travailler sur comment différentes communautés sont perçues en Europe au fil du siècle dernier jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup disent « Ah, le musulman a remplacé le juif comme l'autre démonisé ». Moi, je pense que c'est vrai et en même temps, c'est faux. Enfin, c'est pas la même dynamique. L'antisémitisme et l'islamophobie ne sont pas exactement la même chose, mais juste pour cet argument, la tradition judéo-chrétienne a été inventée de toutes pièces pour s'absoudre des crimes antisémites de la première partie du XXe siècle. Voilà. Et c'est une tradition qui ne veut rien dire. Enfin, c'est vraiment, ça nous montre combien l'identité qu'on appelle française ou autre sont des identités qui sont fluides, qui sont réinventées chaque quelques décennies. Les gens avalent ça et se disent « Ah, la France a toujours été comme ça. » Il y a une tradition judéo-chrétienne, donc le musulman est un étranger, alors que non, il y a 20 ans, il y avait rien de tout ça. Le français du 19e siècle ne réfléchit pas de la même manière ou ne s'identifie pas de la même manière à quelque chose qui s'appelle la France, de la même manière que le français, disons, de 1920 au 40 ou 60, etc. Et donc, ces débats sont ramenés aujourd'hui précisément, bien sûr, pour faire face à une situation politique avant toute chose. Je pense que le grand problème en France, c'est qu'il y a pas seulement une mauvaise gestion du passé colonial, et je pense que c'est ça qui fait ce problème au niveau politique, mais aussi une sorte de réaction très défensive, comme quoi presque le colonialisme c'était un truc de bien. J'entends beaucoup des figures intellectuelles et politiques françaises qui essaient de dire bon, c'était bien qu'on était en Algérie, ou c'était bien qu'on était dans le Levant ou au Maroc, ou je sais pas où. Enfin, c'est des choses en fait qu'on n'entendrait pas au niveau public, par exemple en Grande-Bretagne, même si aussi il y a un travail à faire là-bas, mais là-bas il y a au contraire, il y a le passé colonial, on le garde, on essaie de ne pas trop, on sort pas nos plumes, nos belles plumes, juste parce que et c'est ça qui fait que je pense qu'il y a pas de problème à dire qu'il y a des identités différentes, etc. Parce qu'en fait, la plupart des débats, désolé si je prolonge là ma réponse, mais j'ai pensé à une autre chose, que un des problèmes de la plupart des débats par rapport aux questions musulmanes en France, de ce que je vois en tous les cas, sont copiés-collés de ce qui se disait dans les colonies, justement. C'est vraiment les mêmes questions
auxquels ont fait face les premiers colonisateurs dans le monde arabe quand ils se sont dit, ah, les musulmans sont comme ci, et ils font ça, et ils se marient comme ci, et leurs femmes sont ça, et leurs mœurs sont comme ci, et comme ça. Et ce côté, toutes ces choses-là se retrouvent en France, vous voyez, et on n'a pas réussi à les changer quand on était dans les colonies. Maintenant, ils sont chez nous, ouais, il y a ce côté. Donc, et il y a une fascination pour ça. Il y a vraiment une ambiguïté entre combien les Français ont voulu changer un monde, alors que ce monde est devenu leur monde. Il est chez eux maintenant. Et c'est ça qui est catastrophique, je pense. Chez les Anglais, c'est le contraire. Et ils sont allés en Inde, ils sont allés partout. Mais, bon, ils ont essayé, et bien sûr, ils ont changé plein de choses. Il y a eu un discours civilisateur aussi et tout ça. Mais ce n'était pas aussi forcené que les Français. Les Français ont fait des choses en Algérie, par exemple, toute la campagne Dévoilez-vous, je ne sais pas si vous connaissez, des années 50, 60, où c'était un théâtre anti-voile qui avait lieu. Et ça, c'était dans les années 50, avant qu'il n'y ait presque aucun musulman en France encore. Enfin, il y avait des musulmans, mais je veux dire, il n'y avait pas encore la grande phase d'immigration là-bas. Alors que les Anglais n'ont jamais eu ça. Donc, je donne juste des exemples. Je trouve, parce que moi, dans mes études, je fais cette comparaison pour essayer de comprendre comment les deux systèmes se sont adaptés. Il y a de l'islamophobie dans les deux, mais parce que je regarde ces deux, je trouve que c'est quand même intéressant. Et est-ce que ça joue sur, par exemple, la crise qu'on continue de vivre post-coloniale? Évidemment, l'Algérie en est l'exemple parfait, enfin parfait si j'ose dire, mais le récent bras de fer autour de Boualem Sansal, par exemple, entre la France et l'Algérie, a permis de ressortir exactement ce que vous disiez sur les plateaux de télé, c'est-à-dire que voilà, ils ont sorti une espèce de comptabilité qui vient de nulle part en disant que la France a laissé X hôpitaux, X écoles, X kilomètres de voies de chemin de fer, X kilomètres de route, et ainsi de suite, comme si c'était la France qui avait, comme si aucun travailleur algérien n'avait contribué à ça, enfin bref, et que l'argent récolté ne provenait pas du pillage, notamment des ressources. Et puis, il y a eu, pour rebondir sur ce que vous dites, il y a eu le documentaire de Claire Billet sur les gazages en Algérie, qui avait été déprogrammé de France Télévisions dans un premier temps, qui maintenant est accessible, et puis il y a eu l'affaire aussi Jean-Michel Apathy, qui avait dit qu'on avait perpétré en Algérie, alors là on n'est plus dans les années 45-55, mais plutôt au moment de l'arrivée des Français à la fin du 19e siècle, qu'on avait procédé à plusieurs centaines, je crois qu'il avait employé le terme de centaines, d'Oradour-sur-Glane, sous-entendu qu'on avait procédé au gazage de civils dans les grottes, notamment par milliers. Et ça, il y a eu des réactions absolument outragées en disant que c'était quasiment du révisionnisme, parce qu'on sentait, à travers notamment les discours des journalistes et des politiques, qu'il y avait un problème de digestion. Que la libération de ces pays n'était toujours pas digérée. Est-ce que vous pensez que ça en fait partie, sachant qu'en Angleterre, et je termine, moi aussi mes questions sont longues, mais c'est un sujet qui demande de la précision. Est-ce que vous diriez que le Commonwealth, par exemple, a été l'une des différences profondes avec la manière dont la France a géré de son côté la post-colonisation? Ma réponse simple est oui, et je vais dire pourquoi. Déjà, je me rappelle, j'avais un prof à l'université qui me disait ça, qui était vraiment intéressant, qui disait, si on regarde les pays qui ont été colonisés par les Anglais, et les Anglais, les Britanniques, parce que les Écossais étaient à fond dans le processus aussi. On dit toujours les Anglais, c'est pas juste les Anglais. Bien sûr. Et autres que les Écossais aussi. Donc, bref, les Britanniques. Et les pays qui ont été colonisés par les Français, en moyenne, la colonisation britannique était plus successful, ils appellent ça. Parce que quelque part, on voit les pays quels sont les pays qui ont été colonisés par les Français? La Syrie, le Liban, c'est des pays plus ou moins fragmentés, avec des États qui ne se sont jamais stabilisés. L'Algérie, le seul pays qui était colonisé par les Français et qui est plus ou moins OK, c'est, disons, le Maroc. Enfin,
OK officiellement, etc. Pourquoi? Parce que en fait, ils ont complètement changé leur stratégie au Maroc. Ils ont adopté des méthodes plutôt britanniques et anglaises, qui étaient que on touche à rien, ou on laisse la culture locale, on promouvoit la culture, c'est local, plus qu'on essaie de. Alors qu'en Algérie, c'était plus genre, on va essayer de les changer, de changer leur culture. Quoi qu'on dise de qu'est-ce qu'on veut dire par culture ici, ou de religion, etc. Alors que les Anglais avaient fait ça en Inde. Il y avait toujours un discours de civilisateur, mais ils étaient aussi beaucoup dans cette approche. Je vais vous donner un exemple que je trouve que je donne toujours à mes élèves, que je trouve extraordinaire. Quand on passe à une douane, quand on passe quand on prend l'Eurostar de Londres à Paris, d'accord? On passe par la douane française, la sécurité, le passeport sécuritaire de Londres, pardon. On passe par le passeport, le contrôle de passeport anglais et britannique, et puis après on passe par le passeport français. On arrive au Britannique. Les gens qui nous accueillent sont des gens de partout. Enfin, il y a un Sikh indien avec le turban. Il y a une femme voilée musulmane, probablement, bien sûr. Je ne sais pas d'où. Il y a quelqu'un avec des traits asiatiques. Il y a des femmes, des hommes, etc. C'est complet. C'est, comme on dit, United Colors of Benetton, tu vois. On arrive à la douane française. C'est 3 hommes franchouillards, comme on dit, qui nous attendent. C'est exactement ça, en fait. C'est tout à fait ça la différence. C'est que les Anglais ont réussi, peut-être d'une manière très, très stratégique et machinique. Hein. Je ne dis pas que c'est des enfants de bon cœur, mais ils ont réussi à adapter ils n'ont pas eu cette peur de l'autre ou de la différence. Ils ont réussi à peut-être le discipliner ou l'intégrer dans le système, alors qu'en France, on s'arrête sur des choses que plus ou moins plutôt choquantes. Et tout le monde, et quand je débat ça souvent avec d'autres amis, et parfois collègues, etc. Oui, parce que la France, il y a les valeurs républicaines, et les valeurs républicaines, c'est complètement différent que le système britannique. Mais en fait, si les valeurs républicaines, c'est juste une façade de discrimination raciale, je vois pas c'est quoi le bénéfice des valeurs républicaines dans ce sens-là. Pourquoi, si un système qui est censé être plus juste socialement, est censé mettre tout le monde, avoir tout le monde qui se ressemble et mange la même chose et boit la même chose et dort de la même manière, pourquoi ça n'a aucun sens. En fait, c'est juste que l'argument des valeurs républicaines est utilisé, je pense, pour résoudre des comptes à rendre beaucoup moins nobles, comme ceux dont vous étiez en train d'en parler. Et est-ce qu'on peut aller jusqu'à, pour prolonger votre propos, enfin, du moins pour le compléter, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'au travers des institutions, enfin, que sont la police, la douane ou d'autres, effectivement, on a tous ces images-là. Alors, en Angleterre, mais je pense également évidemment au Canada. Est-ce que on pourrait aller jusqu'à dire que ces pays, ces gouvernements valorisent les différences? Oui, mais souvent pour des raisons économiques, plus qu'autre chose. Enfin, ou pour des raisons très, comme on dit, mercantiles. Il faut bien sûr ne pas comment dire, se faire une idée trop fleurie sur, par exemple, la Grande-Bretagne ou d'autres pays. Les communautés restent cloisonnées et séparées, etc. En fait, les Français, ils veulent que tout le monde soit... Quand on parle d'intégration en France, c'est tout le monde doit être la même chose presque. Alors que là-bas, intégration veut dire tout le monde peut... C'est plus communautaire, c'est plus des poches communautaires qui, du moment qu'ils respectent la loi, et ils font ce qu'ils veulent. Enfin, c'est un autre... Disons que c'est un autre système. Mais les deux sont problématiques. Mais on n'entendra jamais quelqu'un en Angleterre dire un truc comme ce que dit Zemmour. Je l'ai entendu il y a une semaine, quelque chose. Il dit l'Algérie, c'était des marécages, un truc comme ça. On entendra. Vous voyez, c'est ce genre de propos. Même Nigel Farage, qui est l'extrême droite, il parlera jamais comme ça. C'est juste,
ça passera pas, ça volera pas très haut. Alors qu'en France, c'est quelque chose que les gens aiment. Enfin, le politicien dans chaque pays parle à son audience, n'est-ce pas? Mhm. Il parle parce qu'il sait qu'il y a des gens qui aiment ça et ça va faire un impact dans les vues, dans les likes, etc. Non? Et donc, quand quelqu'un comme Zemmour dit ça, c'est qu'il sait très bien pertinemment bien que c'est ce que veulent les gens entendre. Ils veulent ça. Alors que le public et l'audience britannique n'a pas ça. Donc, ça veut dire qu'il y a généralement une culture, une politisation de la question en France qui est différente dans la manière. Les gens sont beaucoup plus, c'est beaucoup plus agressif, c'est beaucoup plus intense. La tension entre les communautés. Mhm. Là, vous parliez par exemple, vous parlez de Zemmour. Alors, les moins révisionnistes, les moins négationnistes, les moins racistes ont trouvé enfin, je me fais l'avocat du diable involontairement, ont trouvé une espèce de parade à laquelle j'aimerais bien que vous puissiez répondre en disant, mais vous dites n'importe quoi, on n'est pas raciste anti-arabe comme j'ai pu tout à l'heure le citer à propos d'Amnesty International. Mais, enfin, arabe ou d'apparence, la raison pour laquelle ce n'est pas vrai, c'est que je crois que c'est le 5e pays, hein, le premier pays arabe en nombre de musulmans, je crois que c'est l'Égypte, hein, qui doit être 5e. Alors évidemment, il y a l'Indonésie, tout ça, et que donc la majorité des musulmans sur Terre, enfin la majorité, les plus gros pays musulmans sur Terre n'étant pas des pays arabes, nous ne sommes donc pas anti-arabes CQFD. Qu'est-ce que vous leur répondez à ça? Sachant que ici, les populations qui justement, enfin ici en Occident du moins et en France, les populations qui composent les plus gros pays musulmans ne sont évidemment pas les plus nombreux sur notre territoire. Mais qu'est-ce que vous leur répondez à cette logique Et c'était une question qu'on avait discutée il y a 2 jours, n'est-ce pas? Et je pense que bien sûr, c'est un jeu de mots. Enfin, on est en train de jouer sur les mots. Déjà, quand on dit je suis anti-arabe ou anti-musulman ou quoi d'autre, chaque personne va avoir une certaine représentation de qu'est-ce que c'est quoi, ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot arabe ou musulman. Est-ce que c'est un physique? Est-ce que c'est des mœurs? Est-ce que c'est une manière de vivre ou je sais pas, ou des idées? C'est une croyance? Enfin, c'est plein de choses et chacun voit ça d'une certaine manière. Je pense que la spécificité de la question en France, c'est que les gens vraiment sont plus allergiques à différentes à comment chaque culture ou chaque personne vit a une certaine manière de vivre, disons. Il y a vraiment et voilà, il y a vraiment une sorte de on se mêle de ça beaucoup plus. Alors que, par exemple, dans le côté britannique, c'est plus, bon, chacun fait ce qu'il veut. Ou si tu veux marcher en toge, enfin, si tu veux marcher en djellaba ou quelque chose comme ça, les gens ne vont même pas remarquer que tu le fais. Alors que j'avais vu ça une fois dans un débat, comme quoi, ouais, pourquoi on porte des djellabas, je ne sais pas où, etc. Pour un Britannique, c'est même pas un problème. C'est pourquoi, enfin, la manière dont on s'habille, c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pourquoi? Parce qu'il y a ce côté où chaque chose qu'on fait a une sorte de marqueur identitaire ou culturel qui signifie je suis avec. On est dans le même groupe ou on n'est pas dans le même groupe. Donc encore, c'est le côté où en France, on veut vraiment que tout le monde fasse la même chose. On veut sentir que chacun on est au niveau communautaire. L'idée de communautarisme est plus. On veut s'assurer qu'on fait tous partie de cette communauté. On fait la même chose, on vit de la même manière, etc. Pourquoi? Parce que sous cette idée, il y a l'idée de supériorité, comme quoi nous avons découvert les recettes de la meilleure manière de vivre. C'est ça, en fait, la question. C'est pour ça qu'on ne peut pas séparer religion de culture, d'arabité, etc. C'est pour ça que moi, je pensais plutôt, ces choses-là sont tous reliées. Mais on ne peut pas... Enfin oui, il y a des Arabes qui sont chrétiens, qui vivent en France, mais la première chose qu'un Français va penser s'il voit que c'est un Arabe, il va se dire « Ah, c'est un Arabe ». On peut lui dire « Oh, mais non, mais je suis chrétien ».
Euh, ça change. Enfin, je pense pas que parfois ça change, parfois ça change pas. Euh, En Grande-Bretagne, c'est encore pire. Enfin, je me rappelle, je disais même à des collègues quand il y a plein de chrétiens dans le monde, dans le Moyen-Orient, et c'était toujours pour eux des indigènes de Hmm. l'Orient, quoi. C'est pas parce qu'ils sont chrétiens, donc nous on est chrétiens, donc on fait partie de la même communauté. Euh, donc oui, je ne sais pas si on peut séparer arabité d'islam complètement, et le chrétien ou même juif arabe, même si cette dernière catégorie est encore plus maintenant, a été complètement israélisée, on va appeler ça aussi sionisée au XXe siècle, mais elle existait avant, il est toujours arabe. En Israël, enfin en Palestine, Israël, il est toujours, c'est autre chose. Donc oui, d'un côté, je pense que il y a définitivement une différence là. Alors, après, alors, vous me faites penser à un sketch de l'humoriste Haroun qui explique qu'on peut être à la fois de gauche et raciste parce que il prend l'exemple de quelqu'un d'un militant de gauche, antifasciste, tout ce que vous voulez, qui va se retrouver par exemple dans un village dans l'Aveyron, dans un village de 300 habitants, et il va croiser un noir et qui va se dire mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Alors qu'en fait il y a aucune raison de se poser cette question. Mais cette histoire d'inconscient que souligne Haroun avec son humour très précis, je trouvais ça assez amusant. Une fois qu'ils ont euh, et on va provisoirement terminer sur cette question qui est centrale, mais une fois qu'on a avancé ce fameux fantasme des cultures, enfin, de la culture pardon, et des racines judéo-chrétiennes, il reste la carte ultime. Si par exemple on compare avec ce qui se passe de l'autre côté de la Manche, c'est oui, mais nous on est en France et on a la loi de 1905 sur la laïcité. Et je vous renvoie, alors on avait reçu ici, donc vous le retrouvez sur cette même chaîne, Nicolas Cadenne, donc le responsable, animateur de la Vigie de la laïcité, ancien rapporteur de l'Observatoire de la laïcité, et qui racontait à quel point il y avait une méconnaissance totale de la laïcité en France et surtout une instrumentalisation à visée politique. Et donc on dit oui, mais attention, comme un contre Uno dans le célèbre jeu. Ici, on est en France, il y a la laïcité, et si on parle d'islamophobie, c'est pour justement protéger, je dis bien protéger, la laïcité. Qu'est-ce que vous leur répondez? Oui, enfin ça c'est justement, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, mais c'est exactement ça l'argument. C'est comme l'argument judéo-chrétien, c'est un argument complètement construit de toutes pièces. La laïcité, ça veut dire beaucoup de choses. Enfin, ça peut être lu de tellement de manières. Euh, la sécularité, laïcité, etc., qui sont censées être plus ou moins la même chose. Les Français, j'avais vu une fois quelqu'un qui argumentait comme quoi laïcité, c'est pas la même chose que le séculaire. Alors que je trouve que c'est un argument un peu. Ça dépend comment. Oui, bien sûr, on peut mettre ce qu'on veut dans quoi que ce soit, mais l'idée de. Quand on dit que l'idée d'absence de religion dans les sphères politiques, ça peut ça peut vouloir dire beaucoup de choses, et se dire que, par exemple, mettre un voile ou pas, ou un signe qu'on appelle ostentatoire, qui a rapport avec la religion sur notre corps, je pense, n'est un problème que qu'on a une société qui est malade à la base, qui est paranoïaque, enfin, qui a un problème justement de. Donc, quand on lit la laïcité à travers ce genre de prisme, c'est que vraiment, on est en train de chercher comme dit la petite bête, enfin, on cherche n'importe quoi euh, on dit en anglais policing, Hmm. pour vraiment contrôler les communautés d'une certaine manière. Parce que justement, le but le but de la question de laïcité, c'est justement, on ne se mêle pas de choses religieuses. En fait, moi, j'utiliserais le concept de laïcité pour dire qu'on ne devrait pas se mêler de comment les gens s'habillent, ou qu'est-ce qu'ils veulent manger, ou qu'est-ce qu'ils veulent faire. Même si c'est qu'est-ce que ça veut dire si on passe dans des sphères publiques, on doit s'habiller d'une certaine manière, mais c'est où qu'on délimite la sphère publique et la sphère privée. On dit, ah, cette institution est publique, cette institution est pas, ce qui n'est pas vrai. Enfin, tout est public,
tout peut être public et on peut, et si on va utiliser cet argument, on va rentrer dans plein de recoins du privé. On va s'introduire dans le privé et dire que ça, c'est quand même un peu public ici et là, etc. Donc, tous ces concepts de public, privé, laïcité, signe ostentatoire, le religieux et le séculaire, sont des concepts très fluides et élastiques qui vont être manipulés politiquement comme on veut pour justement pousser certaines politiques, qu'elles soient islamophobes, anti-arabes, etc. C'est pour ça d'ailleurs justement que le concept de sécularité, encore une fois, en Grande-Bretagne, ignore complètement ce problème. Enfin, elle est complètement indifférente. Ce n'est même pas un problème. Il y a des villes entières en Grande-Bretagne qui sont à majorité musulmane et ça ne pose aucun problème au gouvernement britannique. Et les gens s'habillent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Même au Parlement, les gens viennent comme ils veulent. Pourquoi c'est pas un problème dans ce genre de pays et pourquoi c'est devenu un problème en France? C'est pas parce que le concept de laïcité dit ça, c'est parce qu'il y a un malaise. Et là, on utilise un concept justement pour justifier, où on lit le concept d'une certaine manière. En fait, la laïcité cache une certaine moralité, un ordre moral qui n'a rien à voir avec la sécularité, une certaine conception d'être français, quel que soit, qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais même pas ce que ça veut dire exactement, mais une certaine lecture de l'histoire française ou un truc comme ça qu'on veut imposer sur tout le monde d'une certaine manière. C'est le même processus qui a eu lieu au 19e siècle quand les différentes parties de la France ont été intégrées dans ce qu'on appelle la France d'aujourd'hui. Enfin, comme on appelle les patois ont été réprimés et un français standard a été mis en place. C'est ça. C'est de la centralisation étatique, en fait. Oui, ce qu'on ne retrouve pas en plus un certain nombre de pays autour de nous qui ont des modèles complètement différents, que ce soit, y compris sur un plan institutionnel, l'Allemagne, sur un plan culturel, l'Espagne ou évidemment le Royaume-Uni. Écoutez, on arrive au terme de cet entretien. Si vous souhaitez avoir le mot de la fin, évidemment, avec votre espoir ou pas d'ailleurs d'un avenir un peu plus radieux, je vous laisse la parole et puis on va saluer nos amis juste après. Pour mettre une note positive, j'y pensais maintenant, c'est que quelque part, malgré le fait que la discussion est beaucoup plus envenimée à ce niveau-là en France par rapport à cette question qu'elle est, disons, dans d'autres pays, je trouve quand même que la France, politiquement, et là, je ne suis pas en train de défendre, c'est pas que je veux défendre le gouvernement actuel en France et tout, mais c'est peut-être le seul pays qui, par exemple, sur la question de Gaza et la Palestine, qui ont adopté, en tous les cas, une des politiques les plus pro-palestinien, on va dire, enfin presque, il y a, dans les pays ce qu'on appelle de l'Europe occidentale, quoi, enfin, entre la France. Enfin, le UK est comme ça au niveau des communautés, mais c'est un des plus grands supporters de la guerre à Gaza, qui est une guerre, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelque part, oui, il y a ce climat d'islamophobie ou d'anti-arabisme, etc. Mais dans la politique étrangère, il y a quand même un discours plus modéré, je trouve, en tous les cas aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer plus tard, comment les choses vont évoluer, mais donc ça, c'est un espoir quelque part, je pense. Même si c'est peut-être que ça a été comme ça pour des raisons stratégiques, mais ça, c'est peut-être un espoir. Et puis l'autre espoir, dernière chose, c'est les citoyens, c'est les gens. Pas tous les Français sont comme ça. On rencontre plein de gens qui ne sont pas dans cette manière de penser du tout et qui ont vraiment aucun problème avec la diversité culturelle, au contraire, qui s'intéressent. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui le sont aussi. Donc, voilà.
Mais on sera évidemment amené à en reparler avec grand plaisir, puisque ce profil, effectivement, notamment chez nous, l'élection présidentielle de 2027 et donc la pré-campagne de 2026. Merci infiniment, docteur Bachir Saadé. Comme c'est la deuxième fois que je vous rencontre, je peux dire maintenant que c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie toutes et tous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur Espoir et Dignité TV. Bonne journée et bon courage à toutes et à tous. Merci, Mourad. Merci.